Avec la sortie des Signal Forms, il y a maintenant énormément de façons pour créer et gérer des formulaires avec Angular. Je m'attaquerai spécifiquement sur le fonctionnement des Signal Forms en détail pour une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi il existe tant de méthodes différentes et quels sont à toutes leurs avantages et inconvénients. Et je vous retrouve ici avec une implémentation de 5 types différents de formulaires que vous pouvez retrouver sur les applications Angular. Alors bon, en réalité, c'est plutôt 3 ou 2 et demi que vous allez vraiment retrouver dans des vrais projets. Mais j'ai 5 implémentations ici. Euh, et donc, pour tous ces formulaires, ils font tous la même chose, comme vous pouvez le voir ici. C'est-à-dire que on a un input où on peut pas soumettre ici tant qu'on n'a pas mis au moins quelque chose. Donc on met quelque chose et là c'est validé. On peut soumettre. Et si on tape admin, admin est réservé et donc ça bloque la chose. Voilà. Et ils font tous ça, c'est-à-dire que si je vais sur le réactif, voilà, il est censé faire la même chose. Si je tape admin, ça bloque aussi. Pareil ici, si je tape admin, ça bloque. Voilà, vous comprenez à peu près le truc. On peut reset ici. On peut reset pour tous. Ah non, on peut pas reset pour lui. Ouais, il a rajouté un petit truc. Parce que bon, j'ai généré tout ça avec IA pour vous montrer la chose. Donc vous voyez, tous ces formulaires, ils ont une chose, ils sont différents au niveau du code et on va voir ça tout de suite. Du coup, voilà, on a les 5 composants ici qui contiennent à la fois le template directement dans le composant et la logique ici, le TypeScript. Et du coup, on va regarder le premier. Donc le premier, c'est simplement, vous avez fait, l'idée c'est, vous avez une application en Angular et vous ne savez absolument pas comment faire un formulaire et vous le faites un peu comme vous le sentez. Voilà, vous avez juste ng init une application. C'est pas ng init, je crois que c'est autre chose, mais c'est pas grave. Et vous vous débrouillez, quoi. Vous faites comme vous pouvez et vous savez au moins que vous pouvez binder des values. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous avez dans votre composant ici une valeur value. On lui rajoute une valeur value qu'on va directement attribuer dans à l'input qui est ici. Donc, vous voyez, ici, on a l'input et on bind ici la value. Donc, comme on le ferait pour des labels, des titres, plein de choses comme ça. On le bind directement ici. Et puis ensuite, avec les options d'update, on va mettre à jour notre valeur et faire toutes les validations et mettre à jour ensuite des variables qu'on a créées nous-mêmes. Donc pour savoir si la valeur a été touchée, si elle a été soumise, etc. Et s'il y a des erreurs, etc. Et si il y a des erreurs et ce genre de choses, simplement dans le template, on a des conditions. Donc si ça a été touché et qu'il y a une erreur, voilà, on va afficher l'erreur, machin. Plein de choses comme ça. Donc vous faites tout à la mano. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un petit document qui décrit pour chaque façon de faire les avantages et inconvénients. Alors j'attends un peu plus de détails, parce que ça aussi, je génère avec IA, donc le but c'est quand même d'avoir un point de vue objectif. Donc, est-ce que c'est très simple à comprendre, mon petit exemple? C'est peut-être très simple à comprendre pour une personne qui n'a jamais fait d'Angular avant, qui n'est pas proficient avec. Mais sinon, je veux vous dire, honnêtement, personne ne fait des formulaires comme ça. Et la raison, c'est que, on va les voir dans les points négatifs après, mais il y a une raison à ça. Même si ça fonctionne techniquement. Donc on a aucun module à importer, effectivement, on n'a aucune dépendance. Si on regarde l'import ici, on a juste le composant et la détection de stratégie, qui d'ailleurs, je comprends que ça reste comme ça en Eager, parce que maintenant par défaut, la détection de stratégie, donc c'est-à-dire que par défaut, avant Angular 21, c'était en Eager, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait un changement dans l'application, on avait plein de routines un peu qui tournaient en background et qui mettaient à jour tous les éléments qui devaient être mis à jour. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin trop de se préoccuper de tout ce qui est réactivité et de mettre à jour toutes les valeurs, toutes les variables qu'on a dans un composant. Le désavantage, c'est que c'est pas du tout performant. Et c'est pour ça que maintenant, par défaut, on passe sur Angular à décider de mettre le change detection en on-push. Et du coup, on doit manuellement nous-mêmes gérer le fait d'updater une valeur dans le template. Alors, en vrai, pas vraiment, parce qu'on passe plutôt par des signaux maintenant, mais c'est l'objectif. Et ça permet de réduire, en fait, d'augmenter plutôt les performances. Du coup, oui, on a peu d'éléments à importer, on a peu de dépendance, vous voyez. Contrôle total sur les événements, la validation et la soumission. Alors, bon, ça je suis pas entièrement d'accord, parce qu'on a aussi le contrôle total avec les autres façons, les autres implémentations. La seule différence ici, c'est que vous avez écrit la logique vous-même, donc on espère qu'on comprend ce que vous avez écrit quand même. Peu d'abstraction, le comportement est explicite dans le composant, donc ça rejoint un peu le point d'avant, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez écrit la chose vous-même, et en général, vous faites des choses assez explicites, c'est-à-dire qu'ici, on a une fonction getError, update, markTouch, etc. Voilà, ça se voit, c'est assez évident. Même si, bon, honnêtement, avec les autres implémentations, il y a un poil plus
d'abstraction, mais ça se comprend très très bien. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc c'est vraiment du point de vue d'une personne qui n'a jamais fait Angular. Je peux le comprendre par contre. Peut convenir à un formulaire très petit ou très spécifique. Alors moi je vais dire tout de suite non, c'est pas la bonne façon de faire du tout. La bonne façon de faire pour les trucs très petits, on va le voir, ça va être l'exemple suivant. Point négatif, beaucoup de logique à écrire. Alors ça c'est le point principal, c'est que puisque vous devez écrire vous-même toute la logique d'un formulaire à chaque fois, vous pouvez juste importer un objet et ça fonctionne. Donc déjà, il risque d'avoir pas mal de duplication si c'est utilisé dans plusieurs endroits de l'application. Et en fait, éventuellement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous-même implémenter votre module, euh, enfin votre librairie en fait de formulaire. Et le problème de ça, enfin c'est pas tant un problème que ça. Le problème, c'est plus que si vous travaillez sur des gros projets avec plusieurs personnes dans l'équipe et que vous risquez de partir éventuellement du projet et qu'une autre personne revienne, si vous faites un truc fait maison et que tout le monde, en fait, sur tous les projets fait un truc fait maison, forcément, il va y avoir des différences de méthodologie, de façon de faire, et ça rajoute de la friction qu'il ne devrait pas vraiment avoir, parce que c'est vraiment, faire des formulaires, c'est vraiment un truc ultra basique que toutes les applications web font. Donc autant se mettre d'accord sur quelque chose qui marche, et c'est d'ailleurs la raison de passer au Signal Form, c'est qu'il y avait des frictions avec les Reactive Forms, qu'on va voir après, que les Signal Forms essaient de résoudre. Voilà. Donc risque de duplication, moins intégré à l'écosystème Angular. Voilà, tout à fait, parce que ça utilise quasiment rien par le fait d'un composant. Et vous pourriez le faire même sans composant, honnêtement. La validation devient vite complexe à maintenir sur les formulaires complexes. Oui et non, c'est juste que c'est fait maison, donc vous avez pas, c'est pas standard. Pas de structure standard comme par control from group ngMod. Voilà. Donc à utiliser quand? Je veux dire jamais. Voilà. N'utilisez jamais ça dans une application Angular si vous le pouvez. Ensuite, donc on va passer au deuxième, et pour le deuxième, two-way form, donc c'est le two-way binding, et c'est pour tout ce qui est formulaire très simple, c'est la méthode qui peut être recommandée, même si honnêtement, sur les gros projets, si vous travaillez sur des projets Angular, personnellement, je ferais tout soit en reactive form avant, et maintenant je ferais tout en signal form, même s'il y a un peu plus de boilerplate, parce qu'au moins, il n'y a qu'une seule façon de faire partout dans l'application, et c'est toujours la même chose, ça marche toujours de la même façon. Mais ça existe, et ça peut très bien se faire, et honnêtement, si vous le faites pour des petits formulaires, ça se fait très bien. Alors, la méthode ici, c'est que vous rajoutez form module et ngForm à votre application Angular, enfin à votre composant plutôt, et en fait vous définissez une valeur ici, donc pas de différence à ce niveau-là. Mais vu qu'on a importé, alors c'est quoi, les form modules ici, en fait on a accès maintenant à du double binding, donc ça veut dire que quand on fait des modifications depuis le template ou depuis la logique, les deux s'update, les deux se mettent à jour, les deux sont liés. Alors que c'est pas le cas dans la version précédente. Dans la version précédente, en fait, on est obligé de passer par des fonctions qui spécifiquement update les choses. Et en fait, on implémente à la mano le double binding. Là, c'est déjà fait de base. Et donc, pour le spécifier, on doit préciser que on rajoute ngModel ici. Et à ce ngModel, donc ça, c'est le forms module qui permet de rajouter ça à notre input. On peut lier ici la valeur. Et du coup, c'est double bind. Et donc maintenant, si on fait des modifications sur les inputs, si je mets un exemple ici, si je fais une modification ici, ça va updater la valeur dans la logique Angular. Ici, on update la valeur dans la logique Angular. Donc là, par exemple, si j'ai une fonction, qui modifie la valeur, donc là, il n'y a pas de chose ici, mais si je fais set value to nul, je peux pas mettre nul, mais to lol, voilà. Et ben, si je fais 10 value ça fait 10 value égale lol, tac, ça marchera. Ce sera reflété dans l'input. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Bon, il y a un e-submitting et un submitted value. Donc ça, c'est de la logique qui manque en fait dans le form qu'on est obligé de rajouter pour faire un peu les validations. Donc c'est pour ça que je recommanderais pas ça, même pour des petits trucs sur des projets de professionnels où il y a plusieurs personnes qui vont travailler dessus. Mais vous voyez quand même que la différence ici, c'est que en fait, le double binding et le fait de pouvoir le lier ici, et ça rajoute quelques méthodes pour faciliter un peu tout ce qui est gestion d'erreurs, etc. Comme vous pouvez le voir ici, on a le display name. Donc en fait, on a le ngModel, et ensuite on a le display name qu'on récupère du ngModel, donc c'est juste en fait récupérer la valeur pour pouvoir faire des choses avec. Et là, on rajoute un point valide ou un point touch, et c'est par défaut, c'est déjà intégré. En fait, on a déjà dans le ngModel quelques outils de validation pour le formulaire. Donc par exemple, là, ça permet de définir que l'input il n'est pas valide selon des conditions.
Donc si le display name n'est pas valide, etc. Et ça, c'est géré. C'est géré quelque part. isReserve name, je pense que c'est géré en partie par ça. Donc si c'est invalide, touched, il y a quelques conditions. Dans le pattern ici, ok. Voilà, je vous avoue que j'ai pas très souvent utilisé le double binding, voire quasiment jamais. Mais c'est une façon de faire qui existe. Personnellement, je la recommande pas trop. Mais pour vraiment des formulaires très très simples, par exemple celui-là où des fois il n'y a même pas de besoin de validation, ça peut se faire. Ça peut se faire très bien. Et on pourrait même enlever ça s'il n'y a pas de validation. Et ça fait quelque chose de très minimal qui marche très bien. Ensuite, non pas ensuite, on va voir les points positifs. Donc, double binding, syntaxe concise et facile à lire. Voilà, il suffit juste de savoir le ngModel ici. Très pratique pour les petits formulaires, j'acquiesce. Peu de code TypeScript nécessaire, c'est vrai aussi, on peut le voir ici, il y a moins de code que la version précédente. Angular gère automatiquement la partie d'état, validité, champ touché, erreur, etc. Alors, moi, ma seule question, c'est comment il gère les erreurs, comment il sait qu'il y a une erreur, je vois pas la fonction ici, donc là on a une fonction d'erreur, et du coup, isReserveName, si je fais ça, là on a une erreur ici, donc on a le display, et là, c'est directement dans le bouton, c'est pas valide si c'est pas réservé. Donc j'imagine que la fonction se lance à chaque fois en fonction de la value. Ah oui, c'est le double binding qui fait ça, donc c'est bizarre en fait. Vous voyez, je comprends pas trop. Mais Angular gère automatiquement les trucs. En vrai, c'est quelque chose que je devrais peut-être regarder plus en profondeur dans le futur. Valider, champ touché, etc. Bonne approche pour les formulaires simples orientés au template. Bon, il se répète un peu. Point négatif, la logique est répartie entre le template et le composant. D'accord, en fait. Ok, je comprends. C'est qu'en fait, on a de la logique à l'intérieur de l'input ici pour pouvoir définir quand c'est invalide ou c'est valide, etc. D'accord, en fait, c'est ici. On a le required ici, donc ça définit quand on n'a rien mis dans l'input, ça va sortir une erreur et ça va sortir l'invalide. D'accord, je vois. Ensuite, min length 3, donc ça devient invalide si on n'a pas au moins 3 caractères dans la chose. Hein. Si je mets 2 choses, use at least 3 caractères. Et ça, c'est ça qui le définit. Ensuite, on a un pattern pour s'assurer qu'on a bien que des lettres, j'imagine, parce que je vois pas de nombre dans ce regex. Et ensuite, on associe la valeur, on a le display name, et on peut utiliser ensuite le display name pour faire des validations ici. Donc ok, je comprends mieux. Et donc effectivement, en fait, le problème de cette approche, c'est pas forcément un problème, c'est un choix, c'est que dans le template, on a de la logique pour définir qu'est-ce qui est correct ou pas. Logique qui, honnêtement, fait plus de sens de mettre dans le TypeScript. Donc c'est vraiment, ici on a vraiment une approche mix, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais vous me comprenez. Donc moins adapté aux formulaires complexes et dynamiques. Alors oui, la chose ici c'est que vu qu'en fait on doit regarder à chaque fois les inputs pour savoir quelles sont les conditions, et des fois il y a des conditions qu'on ne peut pas mettre ici en fait, ce n'est pas possible de les mettre ici, donc on est obligé de faire des fonctions de validation, donc en fait on a des fonctions qui s'assurent du bon fonctionnement des valeurs, à la fois dans l'input et à la fois dans la logique. Peut-être c'est possible de tout mettre tout le temps dans les inputs, mais non, pour moi c'est pas possible en fait. Pour moi, si c'est une fonction un peu complexe, ça marchera pas de validation. Donc ce sera réparti un peu partout, et c'est pas, ça vient pas intuitif, ça vient vite le fouillis. En fait. Plus difficile à tester finement que les formulaires réactifs. La raison à ça sera plus claire après avoir vu le prochain, c'est que vu que on a directement défini dans l'input des choses et que c'est pas dans la logique, on peut pas vraiment, enfin c'est moins intuitif en tout cas dans les tests de pouvoir utiliser des fonctions pour faire les tests. Parce qu'en fait on n'a pas accès aux fonctions TypeScript et par exemple dans les tests on pourrait juste faire pour un formulaire réactif, bon, en fait on a un objet JavaScript, on a un objet qu'on peut utiliser, qu'on peut du coup tester et qui nous donne si les tests sont valides ou pas, on peut lancer les fonctions de validation, etc. Donc en fait, on peut le tester directement. Là, c'est plus caché, quoi. Peut devenir verbeux quand le template, dans le template, quand il y a beaucoup de règles de validation. Vous voyez, bon, ça, il se répète. Le typage est généralement moins robuste dans une approche réactive moderne. La raison de ça, c'est simplement, parce que on définit des choses dans le template. Du coup, c'est compliqué d'avoir du typage dans le HTML. Alors que si on fait tout dans le JavaScript, dans le TypeScript plutôt, c'est plus simple. Donc, à utiliser quand? Moi, je dirais jamais. En tout cas, personnellement, j'utiliserai jamais ça. C'est bien, je l'ai appris, hein, quand j'ai appris Angular, je l'ai utilisé pour mes projets d'apprentissage. Mais honnêtement, je m'en sers jamais au quotidien. Et ça depuis 6 ans en fait. Enfin, depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, je n'ai jamais utilisé le double binding en formulaire. En tout cas. Donc on va passer au suivant.
la chose que j'ai réellement utilisée. Et d'ailleurs, enfin, je l'ai jamais utilisé, je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire, peut-être que j'aurais dû l'utiliser à certains moments, mais j'ai choisi de pas le faire. Pour de bonnes ou mauvaises raisons, je ne sais pas. Donc ensuite, les réactives formulaires. Reactive form, alors vous voyez, bon, elle commence à avoir un peu plus d'import, un apport spécifique à Angular form ici. Ça, n'y faites pas trop attention, enfin, c'est en partie lié, c'est en partie lié au reactive form et pourquoi les signal form existent maintenant. Mais du coup, on a un nouvel import, Angular form, et il faut bien sûr les rajouter ici. Reactive forms module. Avant, on avait juste forms module, maintenant on a reactive forms module. Et donc, la logique ici, c'est qu'on définit tout dans le composant. Toute la logique est dans le composant. Donc, ici, on a l'objet formulaire. Donc, on veut en faire un seul objet qui contient l'entièreté du formulaire. Comme ça, c'est facile après, dans le futur, de simplement, dès qu'on a accès à cet objet, on a accès à tout. Et on peut juste descendre dans l'arborescence, dans l'objet, pour aller utiliser les bonnes choses. Donc, on a ce formulaire que l'on construit ici avec form builder group. Alors, c'est exactement la même chose que si on faisait quelque chose comme ça. New form group. Et après, ici, on définit l'objet qui est là. D'accord, on le mettrait ici. Ce serait la même chose. C'est juste que... D'ailleurs, enfin, je l'ai toujours fait avec le new. C'est juste que l'IA m'a généré le disform builder. Il y a sûrement peut-être une raison de le faire qui est plus propre. Faudrait que je regarde plus en détail ça. Mais c'est pas une vidéo en détail. Ici, je présente juste les différents formulaires, les différentes façons de faire. Et donc, on a le form builder, contrôle. Et on définit directement dans un objet JavaScript tout notre formulaire. Ici, on a le display name, donc c'est la valeur de notre input. Et on a un autre form builder control, donc c'est la même chose ici. Ce serait la même chose que de faire display name est égal new form control. Et ici, on définit notre form control, sachant que non, il propose pas l'autocomplétion, il propose pas de ce qu'il faudra mettre. Mais en général, ça va être la valeur initiale. Donc ça, c'est la valeur initiale qu'on a ici. Et ensuite, donc valeur initiale. Et à côté, on a d'autres choses, donc validator, des options, etc. Donc c'est exactement la même chose ici. Donc on crée un nouveau form builder, un nouveau form control. Par défaut, il n'y a pas de valeur. Et on a ensuite tous les validators ici qui sont définis. Donc la grosse différence, c'est que quand on regarde le je te me le, ici, on a le formulaire, on donne juste dans le form, on passe notre valeur de forme et on a le form group qui est ajouté grâce à notre import ici de reactive forms module. Et du coup, maintenant le HTML sait, enfin, il y a de la logique qui permet de déterminer que, ok, dans notre formulaire, on a toutes ces informations, on a tous ces champs-là. Donc ça lui permet d'être un peu plus intelligent et peut-être d'avoir un peu plus de feedback quand vous écrivez votre HTML. Et vous voyez ici, l'input, il est bien plus petit puisqu'on lui passe simplement le form control name ici, qui est du coup le display name, et il suffit juste de ça. Et ensuite, tous les autres champs, normalement, ils sont natifs au HTML, ok, à tous les éléments HTML. C'est natif. Il n'y a pas de choses en plus, comme le rajoute le double binding ici. Alors c'est peut-être des champs natifs à HTML, je ne sais pas, mais ils sont pas naturels, est-ce que c'est le mot? Ils sont pas forcément là. Là, on se passe de ça. Et en fait, toute la logique, vous voyez, c'est à chaque fois, on récupère soit le form, alors en général, ça va être les form control, on récupère le form control qui est display name qu'on a défini, rappelez-vous, ici, dans le form. Et en fait, on reprend ce display name et on a accès à toutes ces valeurs. Donc, s'il a des erreurs, s'il invalide, etc. En fait, on a plein de fonctions supplémentaires qui sont intégrées dans les formes contrôle nativement pour pouvoir faire toutes les gestions, toutes les choses qu'on ferait de toute façon, qu'on implémenterait. Donc vous voyez la force par rapport aux classiques formes qu'on a vu précédemment, c'était pareil pour le double binding, mais on n'a pas besoin de l'implémenter nous-mêmes, c'est déjà présent en fait dans les formes contrôle et le form group. Et donc après, pour faire on a quelques trucs de gestion d'erreurs, etc. Current value ici, on a get display name, etc. Et on a la soumission. Et en fait, la chose à noter, qui est importante, c'est que ça utilise RxJS, et donc les observables, pour mettre à jour, les valeurs dans la logique. En fait, pour double bind les values, dans le formulaire, dans l'input directement ici, et dans la logique. Les deux sont liés grâce à des observables. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous avez également aussi accès à toute la puissance des observables, et également toute leur complexité. Parce que par exemple, voilà, on a une valeur qui s'appelle current values ici.
Euh, et en fait, on a displayName value change, et cette fonction-là nous retourne un observable qui va être la nouvelle valeur de displayName. Et donc, en fait, grâce à cette fonction, on peut la piper, parce qu'en fait, on a accès aux dizaines patterns des observables, et on peut faire des changements réactifs sur le changement de cette valeur, parce qu'on sera notifié à chaque moment où elle sera changée. Et donc, par exemple, on a current values qui est où on lui assigne en fait la nouvelle valeur, et start with, ça fait quelques fonctions en plus pour d'ailleurs des fonctions deprecated, donc c'est pas ouf, hein, ouais, c'est certaines limitations de l'IA, faut faire attention à ça. Mais en gros, ça assigne simplement la valeur de displayName value qu'on a accès ici. Donc ça, c'est le form control, et le form control contient un champ value qui est la valeur qui est simplement la valeur du form control, tout simplement. Et on a value change qui permet de notifier quand on a des changements, de lancer l'observable et de pouvoir faire des changements de valeur un peu partout. Donc current value ici qui est utilisé pour current value ici pour la preview, et la preview ici c'est là. Je crois que c'est juste ici. Voilà, donc vous voyez c'est réactif, voilà, c'est tout le principe. Hein. De toute façon, tous les formulaires ici font la même chose. Alors, on va voir ce que nous dit le petit résumé ici. Formulaire basé sur Active Form Module, Form Control, Form Group, Validator et flux RxJS. Oui. Très adapté aux formulaires complexes. C'est le go-to d'ailleurs pour faire tous les formulaires complexes. Parce qu'en fait, c'est de l'accès notamment aux observables, mais c'est également que tout est dans la logique en fait. Vous pouvez juste lire le TS, l'implémentation TypeScript du composant, et vous comprenez comment fonctionne le formulaire dans son entièreté. Structure explicite côté TypeScript. Tout est typé, d'ailleurs, hein, on a les formes groupes, etc., avec tout est typé. Meilleure testabilité de la logique et de la validation, voilà, ça on en revient. Bon contrôle sur les valeurs, les statuts de changement, etc. On peut avoir contrôle complet d'ailleurs. Fonctionne bien avec des formulaires dynamiques ou générés depuis des données. Alors oui, également, si vous générez des nouvelles données et que vous devez modifier vos champs en fonction, ça fonctionne extrêmement bien, parce que vous avez accès du coup aux observables. Alors que en double binding ici, vous pouvez vite, rapidement vous retrouver dans des bugs où vous comprenez pas qu'est-ce qui modifie quoi parce que vous n'avez pas des flux en fait, comme RxJS. Donc approche mature, stable, largement utilisée dans Angular. C'est la seule façon que j'ai utilisée pour faire des formulaires depuis 6 ans dans Angular. Donc oui, je confirme ça. Point négatif, plus verbeux pour les petits formulaires. Là, vous pouvez le voir hein, d'ailleurs. C'est que bon, en vrai, il y a des choses qui pourraient être enlevées. C'est-à-dire current value, tout ça, ça pourrait partir. Donc au final, c'est pas tellement plus gros que le double binding. Donc bon, le double binding, c'est clairement plus petit comme vous pouvez le voir ici, mais en fait ce qu'on voit pas, c'est tout ce qui est défini ici. Donc il y a quand même quelques lignes à rajouter ici, alors que ici tout est défini là. Donc dans la logique, ce sera un peu plus verbeux, et également si vous faites de la logique avec RxJS avec les observables, ça risque de rajouter quelques lignes de plus. Ça a tendance à faire ça RxJS. Demande à bien comprendre forme contrôle, forme groupe, validateur et observable. Donc ouais, le problème c'est que ça demande une notion supplémentaire, c'est de comprendre, savoir utiliser au moins à minima RxJS. Je vais vous avouer que j'ai quand même réussi à faire des formulaires sans comprendre du tout comment fonctionnaient les observables pendant un bon petit moment, et mes formulaires fonctionnaient. Mais c'est des formulaires simples. Dès que ça commence à devenir plus complexe, ça risque de poser problème. RxJS peut ajouter de la complexité si le besoin est simple. Voilà. Le template reste parfois chargé avec des lectures d'erreurs. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par là. Peut sembler moins direct que ng model pour les cas basiques. Surtout si vous avez l'habitude d'utiliser le template, enfin de mettre de la logique dans le template. À utiliser quand je vous dis, pour moi c'était tout le temps. Maintenant on va passer au signal sans signal form. Donc les signaux sont arrivés. Quand est-ce qu'ils sont arrivés? Angular, la V16? Je crois que c'est la V16, je crois que c'était avant la 17. Ou peut-être que c'est V17, V18, je sais pas exactement. Mais le principe des signaux, c'est un nouveau design pattern pour avoir des éléments réactifs, enfin des valeurs qui sont réactifs. Donc en gros, avoir un double binding qui soit simple d'utilisation, contrairement aux réactives, mais avec plus ou moins tous les avantages de RxJS à ce niveau-là. En fait, le but, c'est de pas avoir un flux, c'est de simplement, on fait une modification et ça se répercute partout, mais sans avoir toutes ces notions de flux qui peuvent complexifier pas mal la code base avec tous les subscribes, les pipes, les maps, etc. Alors, ici, on définit les signaux ici, et vous allez voir, ça c'est l'implémentation avant les signal forms. Ça, c'est la différence. Donc, en fait, on a la value qui est un signal, et ensuite, tout ce qui est lié en fait au formulaire, toutes les valeurs liées au formulaire, sont aussi des signaux. Donc, tout est défini ici. Ensuite, on a
une fonction pour gérer les erreurs, c'est notre fonction de validators, qui gère tout. Et ensuite, on a deux computed isValid, show error, et puis après la soumission, etc., la fonction de validation. Et l'avantage, c'est que bon, côté HTML, c'est plutôt simple, à côté du template, on a la valeur qui est définie ici, on a une fonction show error qui gère le truc ici, on a notre fonction d'input, où en fait on va simplement set la valeur de... En fait, quand il y a un changement, on set la valeur de l'input. Parce que la manière dont fonctionne JavaScript, c'est que vous avez une fonction qui, quand vous faites une modification, en fait, vous rajoutez des inputs dans votre élément HTML, pour que la logique reçoive le signal, bah, en fait, on a une fonction avec la nouvelle valeur updatée. Et c'est comme ça que vous le faites à la mano. Sachant que je crois que dans le HTML, quand vous modifiez la valeur ici dans l'input, ça va modifier aussi la valeur statique ici. Ensuite blur, etc. Donc c'est la fonction touch, on set touch, le signal, etc. Et show error, etc. Donc vous voyez que l'avantage c'est que côté HTML, c'est vraiment simple à lire. Ça c'est l'avantage de cette façon de faire. Par contre, côté composant, c'est bloated. Et en fait, on revient exactement au même problème que les classic form page, c'est que vous devez tout redéfinir vous-même. Alors que, donc ça peut, et ça crée toute les différences possibles entre différents projets, des différentes façons de faire. Et de toute façon, vous allez éventuellement toujours prendre ça, si vous avez beaucoup de formulaires dans votre projet, et le mettre dans une sorte de librairie commune. Et en fait, vous reproduisez simplement la librairie Signalform qui est officielle par Angular. En fait, c'est ça la seule différence. Hein. Si vous le faites vous-même et que vous en faites une librairie partagée dans votre application, vous reconstruisez juste les Signalform que Angular maintenant propose déjà. Donc autant utiliser le truc qui existe déjà. Et comme ça, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et également, bon, niveau code, là, c'est sûrement l'implémentation qui a le plus de code au côté du niveau de la logique. Après, l'avantage, c'est qu'à lire, c'est assez simple à comprendre parce que on est en mode, bon, ok, on a les 5 valeurs ici. Donc c'est juste des valeurs qui sont updatées en fonction de certaines conditions. Elles sont réactives. Ok, j'ai ma fonction de validation qui gère s'il y a des erreurs ou pas. Ok, j'ai ma fonction, je mets à jour isValid et show error qui sont juste des dérivés de ces valeurs-là en fonction de certaines conditions. C'est le principe des computed. Et ensuite, on a une fonction de soumission. Tout est là. Donc à lire, ça c'est simple. Il n'y a pas de... Il faut juste comprendre les signaux, et si on comprend les signaux, ce code est très, très facile à lire. Alors, voyons voir ce que dit le doc ici. Donc, état local très lisible, c'est ce que je dis exactement. Computed permet de naturellement dériver les erreurs de validité. Et enfin, quand vous comprenez la logique des signaux, j'avoue qu'au début, c'est pas forcément évident, mais quand vous comprenez, c'est très intuitif à utiliser. C'est avantageux. Moi, honnêtement, prendre les signaux en main, ça m'a pris... franchement, ça m'a pris une session. Hein. Ça m'a pris 2 heures. Et puis après, j'avais complètement compris les signaux avec les signaux eux-mêmes et computed et la façon de faire. Alors peut-être, bon, est-ce que je l'ai intégré à 100%? Je sais pas encore, mais en tout cas, ça fonctionne dans les projets que j'utilise. Moins de dépendance avec JS pour les cas simples. D'ailleurs, voire aucune. Hein. Le but, c'est de n'avoir aucune dépendance avec JS. Très bon modèle mental pour une UI réactive moderne. C'est le plus intuitif qu'on a. Parce que les observables, quand même, il y a une courbe d'apprentissage qui est importante, sévère. Bon, c'est pas les bons mots, mais vous me comprenez. Peut-être plus léger qu'un form group pour un formulaire simple. Peut-être plus léger, oui. Peut-être plus léger. Honnêtement, si vous avez déjà l'habitude des form group et les utiliser, c'est pas plus léger. Mais pour une nouvelle personne, pour un développeur junior, sûrement, parce qu'il va sûrement apprendre les signaux en premier, parce que c'est maintenant la nouvelle façon de faire. Point négatif, il faut recréer manuellement tous les trucs, donc c'est ce que j'ai dit, il faut tout recréer, vous le faites à la mano, donc pas de structure standard Angular Form pour les grands formulaires, donc c'est le problème de la librairie partagée. Risque de duplication entre plusieurs formulaires, bien sûr, moins mature, peut devenir difficile à organiser avec beaucoup de champs imbriqués. Voilà, donc quand est-ce que vous devez utiliser cette façon de faire? Pour moi, jamais, parce que c'est exactement la même chose que dans Classic Form, c'est-à-dire que vous utilisez pas de standard qui existe déjà pour les formulaires, donc dans les projets professionnels, je recommande absolument pas de faire ça. Vous pouvez le faire pour vous amuser, pour comprendre comment fonctionne un formulaire, vous le codez vous-même, pourquoi pas. Mais concrètement, ce que vous faites ici, c'est juste recréer à la maison le signal form, avec peut-être moins de fonctionnalités, et sans voir peut-être des edge cases que les développeurs d'Angular, les mainteneurs, ont vu et ont rajouté dans les signal form. Voilà. À utiliser quand? Pour moi, jamais. Ensuite, cinquième, signal form. Donc, voilà. Le but de la vidéo, on y arrive enfin, le 5e chapitre, la finalité. Les signal form. Alors, comment ça fonctionne ici? Vous allez voir que dans côté template, pas beaucoup de différence. On a submit form qu'on peut mettre ici.
On a le show display name error, qui est pareil que le show error qu'on avait vu avant, dans le signal form tout court. Et on voit ici qu'on a un truc en plus. On a profile form display name, au lieu de simplement notre signal avec la parenthèse pour dire qu'on l'utilise comme valeur active, qu'on veut utiliser sa valeur. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardons ici. Donc on a ici un modèle signal, qui est la source de vérité, ok, qui est lui-même un signal d'un signal form API model. Et ici, on définit notre valeur ici, et on dit qu'il receive update, c'est-à-dire qu'il se met à jour. Si je comprends bien, hein, il se met à jour. Donc quand on fait des modifications, c'est comme s'il était double-minded, ok. Et ensuite, on a un signal submitted value. Donc c'est la valeur qu'on soumet. Quand on clique sur le bouton, c'est la valeur qu'on va envoyer. Donc form, qu'on a une fonction, il crée. Donc on a notre formulaire et on l'assigne. On crée un nouveau formulaire, on utilise la fonction. On utilise le modèle qu'on a ici. Et ensuite, on lui rajoute des fonctions de validation. Donc vous voyez, on a le required et la longueur minimale qu'on définit dans un objet. Enfin, dans un objet. Attendez. Je lis avec vous, parce que je découvre un peu avec vous aussi. Donc on a le modèle ici. Ensuite, on lui passe une fonction, c'est ça. On lui passe une fonction, et cette fonction prend le profil. Donc par le profil, qu'est-ce que ça veut dire exactement par le profil? C'est le signal form API model. Donc c'est cette chose-là. En gros, elle reçoit ça, ok? Et à partir de ça, elle récupère le display name, effectivement, on l'a défini ici. Et donc, required, ce champ-là, et on veut que ce champ-là, il affiche ce message de display name est required quand, avec la fonction required, donc, en fait, quand en gros, il n'y a pas de valeur à display name, que c'est à 0, c'est une valeur nulle, bah, on a ce message-là, on lui associe ce message d'erreur. Pareil pour les min lengths. Donc, ça veut dire qu'ici, alors je suis pas certain si c'est juste les fonctions de validation qui sont mises, c'est schéma hors option. C'est pas le plus simple à lire, je dois vous avouer ici. Modèle, donc ça prend un modèle, writable signal, virgule, et ça prend schéma hors option, ok. Et ensuite passkine, donc j'imagine que c'est un schéma hors option. Et donc j'imagine que c'est pas les mêmes termes qui sont utilisés. Est-ce qu'il y a des exemples ici? Tac tac tac. Ok, nameform, first last, donc vous voyez on peut définir différents champs, ok. En tout cas différentes valeurs dans le modèle. D'accord, ok. Donc en fait, display name et receive update true. Receive update true, c'est un booléen, mais c'est compris. C'est pas une valeur dans le formulaire, mais c'est compris dans le modèle du formulaire. Donc c'est une logique un peu différente à voir par rapport au reactive form. Ensuite, on a un pattern, donc c'est encore une fonction une fonction de validation, et validate. Donc tout ça, c'est des fonctions qui se lancent et qui mettent à jour, j'imagine, les différentes valeurs d'un signal form API page. Parce qu'en fait, il a des signaux qui sont intégrés en dessous, enfin qui sont inclus dans cet objet-là, et qu'ensuite on peut utiliser pour afficher les différents messages d'erreur. Par exemple, profile form valide, voilà, on peut utiliser ça par exemple. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, évidemment, il y a les computed qu'on a ici aussi, donc pour déterminer si on a des erreurs, display name errors, on peut en avoir plusieurs du coup, et en fait c'est un computed sur notre signal, qui est juste l'input qu'on a, rappelez-vous, hein, c'est l'input qui est ici, ok. Et donc, en fait, on update display name error, simplement lui associer cette valeur directement dans une variable. Donc, je sais pas si il y a forcément besoin de l'avoir, parce que je crois que ça aussi, c'est quoi ça? C'est read only field state, validation error will. J'ai l'impression que c'est un signal, mais c'est peut-être pas un signal. C'est pas évident. Si on regarde validation error, c'est un signal. Donc non, c'est bien un signal. Donc il n'y a pas besoin de faire ça, normalement. Il n'y a pas besoin d'avoir cette variable-là, en tout cas. On pourrait directement utiliser dans le HTML, on pourrait juste faire ça. Donc attendez, je teste un peu. J'en profite. Tac. Et ça, on pourrait juste faire ça. Il faut enlever le 10, et ça ne marche pas. Là, ça marche. Ok, il y avait une parenthèse en plus. Donc si je sauve, est-ce que ça marche? Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a l'air de marcher. Ok, et si je clique à côté, une liste 3 caractères. Ouais, ça a l'air de marcher. Donc c'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas besoin d'avoir ces computed. En tout cas, ce computed là, parce que, et lui, j'imagine que c'est exactement la même chose. Si je vais dans le valide ici, c'est un signal aussi. Donc on pourrait retirer les deux, ça fait du code en moins, et on pourrait directement mettre ça dans le template. Et ensuite, on a la fonction de soumission qui valide que tout est bon, et puis qui envoie la valeur éventuellement s'il y a besoin de le faire. Voilà, donc vidéo peut-être un peu longue, mais au moins vous comprenez maintenant les 5 formulaires. Alors avant de ça, je vais finir. Donc signal avec signal form,
Donc point positif, ça combine le modèle réactif des signaux avec une vraie structure de formulaire. Je sais pas ce qu'ils veulent dire vraiment par une vraie structure de formulaire, mais oui, ça combine le modèle réactif des signaux, on peut l'utiliser maintenant. Ça fait une librairie officielle. Et d'ailleurs, je crois que c'est écrit ici, ah oui, API encore expérimental, c'est faux, c'est sorti officiellement dans Angular 22, donc c'est bon. Le modèle signal devient la source de vérité. Donc simplement, les valeurs que vous définissez sont la source de vérité, ça c'est l'avantage. Validation déclarative proche du modèle des données. S'ils veulent dire par là modèle des données, ce modèle-là, ok, pourquoi pas. Moins besoin de RxJS, le but c'est de même plus s'en servir tout court, et d'avoir plus ou moins l'intégralité, peut-être pas l'intégralité, mais en termes de puissance de ce qu'on peut faire pour des formulaires complexes, avoir la même chose, en tout cas, en termes de potentiel de complexité. Bon potentiel pour les futures versions d'Angular. Le but, c'est que ça devienne la référence. Donc, on transitionne complètement sur les signaux, au moins pour les formulaires. Gestion intégrée de concept de validité, champ touché, soumission et reset, oui. Point négatif, API, non. Donc ça, c'est non. Moins de recul en production que les reactive forms, c'est vrai. Mais maintenant, ils l'ont sorti officiellement, donc c'est possible qu'il y ait encore des bugs, mais ça devrait fonctionner dans la grande majorité des cas. Enfin, moi, j'ai pas eu de soucis, par exemple. Moins de documentation, d'exemples et de conventions, c'est vrai. C'est une nouvelle façon de faire, donc ça va mettre un peu de temps avant d'avoir massivement des tutoriels qui expliquent comment le faire, mais bon, ça commence à arriver, hein. J'en fais partie. Peut changer dans de futures versions d'Angular. Peut avoir des mises à jour, mais normalement, là, c'est 1.0, hein, ils l'ont sorti officiellement, donc normalement pas tant que ça. Certaines intégrations de tierces peuvent encore mieux supporter Rectiform que SignalForm. Ça, c'est possible, c'est que des librairies qui utilisent les formulaires se basent peut-être encore sur des Rectiform et pas des SignalForm. Ça, c'est juste une question de temps. Donc en fait, les plus gros défauts ici, c'est que c'est nouveau. C'est normal, toutes les choses nouvelles ont ce défaut-là. Donc à utiliser quand? Pour moi, si vous commencez un nouveau projet, partez du principe, surtout sur Angular 22, partez du principe que vous utilisez uniquement et strictement que des SignalForm. C'est une nouvelle façon de faire. Il y a peut-être, ça va mettre peut-être quelques temps, il risque d'avoir quelques petits bugs qui prendront un peu plus de temps, mais c'est vraiment la direction dans laquelle ils veulent aller, et in fine, ça va retirer pas mal de friction qu'il y a avec les reactive forms qu'on ne voit pas forcément en premier lieu, mais RxJS et tout ce qui est observable, vous pouvez demander à des devs seniors d'Angular, pas que moi, ça peut vite, ça peut prendre la tête quoi, assez rapidement. Donc ça c'est l'avantage. Et j'ai l'impression que pour les signal forms, alors je l'ai pas encore utilisé en profondeur parce que ça vient juste de sortir officiellement, mais en tout cas ça a l'air d'être plus simple une fois qu'on a intégré la façon de fonctionner des signaux, c'est encore une nouvelle façon, donc bien sûr il faut se l'approprier. Mais une fois que c'est approprié, normalement c'est beaucoup plus intuitif de débugger parce qu'on n'a pas ce système de flux, on a un système d'état. Et donc en fait on met à jour un état et c'est partout pareil. Il n'y a pas des flux qui peuvent se perdre, etc. C'est plus intuitif en fait à utiliser, surtout pour les cas des formules. L'équipe veut explorer la direction moderne Angular. Alors voilà, c'est vrai que sur des projets legacy qui utilisent déjà les reactive forms, continuez à les utiliser. Ne mélangez pas les deux, à moins que ce soit une volonté forte de le faire. Je vois pas trop l'intérêt de mélanger les deux. Parce que de toute façon, même dans les années à venir, dans les 4-5 années à venir, il faudra toujours savoir, en tant que développeur Angular, comment utiliser les formulaires réactifs. Ça, c'est clair. Le formulaire bénéficie d'un modèle signal clair, on peut tolérer un risque d'évolution de l'API. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris, j'espère que je vous ai appris des choses concernant les formulaires, et moi je vais en profiter pour faire des vidéos. J'ai 2 vidéos que j'ai prévues. Une qui va être de reconstruire les signal forms, enfin les signaux, puis les signal forms from scratch, donc parce que le meilleur moyen de savoir comment fonctionne quelque chose, c'est de le recréer soi-même de son côté. Et l'avantage, c'est qu'il y a déjà un exemple qui existe, parce qu'il y a déjà une implémentation ici. Donc, recréer quelque chose, c'est bien plus simple avec déjà quelque chose d'existant. Il n'y a pas besoin de le découvrir, il n'y a pas besoin de l'inventer. C'est bien plus rapide. Et j'ai envie de faire la même chose pour les signaux, les signal forms et les observables et les reactive forms. Comme ça permettra à moi ainsi qu'à vous de vraiment bien intégrer les patterns et le fonctionnement de ces outils qu'on va utiliser dans Angular encore pendant un bon petit moment. Voilà, et ben merci beaucoup, et je vous revois pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.